J'ai franchi le seuil de la salle d'audience pour mon propre divorce avec ma fille de 12 jours dans les bras, pour découvrir mon mari assis là avec sa maîtresse. En laissant tomber mon dossier sur la table, il s'est penché en avant et a murmuré, « Cette maison ne t'a jamais appartenu. » Le visage de l'avocat est devenu livide. Sophie avait 12 jours quand je suis entrée dans cette pièce où mon mariage a pris fin. Je veux que vous compreniez ce que signifie physiquement 12 jours, car la réalité biologique compte ici. 12 jours. Après l'accouchement, vous perdez encore du sang. Cela signifie que la cicatrice de votre césarienne en urgence tire dès que vous vous asseyez, hurle dès que vous vous levez et se rappelle à votre bon souvenir à chaque pas, d'une façon qu'aucune dose d'ibuprofène ne parvient à apaiser totalement. Cela signifie que votre corps gère 17 processus simultanés, la cicatrisation, la lactation, le recalibrage hormonal après 9 mois de bouleversement, tandis que votre système nerveux tourne sur environ 4 heures de sommeil non consécutif par nuit. Selon toute norme médicale raisonnable, vous n'êtes censé être nulle part ailleurs qu'à la maison. Je portais Sophie contre ma poitrine dans sa petite couverture en laine de la maternité, celle au motif de petit canard que j'avais lavé 3 fois avant sa naissance parce que j'avais lu quelque part que les nouveau-nés étaient sensibles aux résidus de lessive. Ce genre de détails auxquels on pense quand on prépare une vie qui, on le sait maintenant, sera radicalement différente de celle qu'on vit. Elle dormait. Sa tête logeait dans le creux de ma main avec la perfection spécifique d'une chose conçue pour aller exactement là. Et je la tenais comme je l'avais tenue depuis 12 jours, non pas avec la délicatesse hésitante d'une mère qui craint de mal faire, mais avec la poigne d'une femme qui comprend qu'elle est la seule chose dans cette pièce dont elle soit absolument certaine. Je me suis assise en face de mon mari, Julien Lefebvre, 38 ans, associé principal dans un cabinet de conseil en stratégie, ce genre d'homme qui a toujours occupé l'espace avec l'aisance naturelle de quelqu'un qui n'a jamais envisagé qu'une pièce puisse ne pas vouloir de lui. Il n'a pas regardé Sophie. Il m'a regardé, moi. Et sans aucune hésitation, il a glissé une chemise cartonnée sur la table de conférence. En chaîne polie, comme s'il clôturait un rapport trimestriel. Signe juste les papiers, Nathalie, a-t-il dit. Prends l'argent et va-t'en. À sa gauche, drapé dans une robe en soie bleu pâle, avec la contenance assurée d'une femme qui s'était habillée pour une victoire plutôt que pour une négociation, était assise Vanessa Croft. Elle regardait son téléphone. Elle dégageait cette impression de considérer les formalités liées à la souffrance d'autrui comme une mineure contrariété administrative. J'ai fouillé dans mon sac, non pas pour chercher un stylo. Laissez-moi vous raconter ce que j'avais fait, en réalité, pendant les 9 derniers mois. Je m'appelle Nathalie Parker, j'ai 34 ans. J'ai passé 7 ans en tant qu'experte comptable judiciaire dans un cabinet parisien. Avant de réduire mon activité pour soutenir la carrière de Julien et préparer l'arrivée de Sophie. Je suis précise par formation et par tempérament. Je remarque les anomalies comme d'autres remarquent le temps qu'il fait. Automatiquement, sans même décider de le faire, comme une caractéristique de ma façon de traiter le monde. J'avais repéré la première anomalie en janvier, alors que j'étais enceinte de 11 semaines. Un virement de 47 000 € avait été déplacé de notre compte d'investissement joint vers une société écran que je ne connaissais pas. Julien avait justifié cela par une restructuration de l'allocation de capital de son cabinet. Rien que tu aies besoin de comprendre. Dans le détail, avait-il dit, avec cette condescendance polie des hommes qui utilisent depuis des années la technique de gestion consistant à dire aux autres que rien ne les concerne. J'avais hoché la tête. J'avais noté le nom de l'entité.
sur un carnet rangé dans mon tiroir de table de nuit. Je m'étais dit qu'il s'agissait d'une transaction professionnelle légitime. Mais, simultanément, je photographiais le reçu du transfert avec mon téléphone. La seconde anomalie est arrivée en mars. Une notification par email. Julien avait oublié de supprimer mon adresse d'un compte de gestion immobilière, m'informant que la police d'assurance du domaine de La Roche-aux-Fées avait été mise à jour vers un tarif commercial. Cette propriété était la grande maison avec 5 chambres, située à 40 minutes de Paris, dans laquelle Julien m'avait emmené pour notre 3e anniversaire. Nous étions restés dans le salon vide, la lumière traversant les hautes fenêtres, tandis qu'il me disait que c'était là que nos enfants grandiraient. Une assurance commerciale sur une résidence privée censée être la nôtre? J'ai noté le numéro de police. Je me suis dit qu'il y avait sûrement une explication. En parallèle, je demandais discrètement les documents cadastraux à la mairie, qui montraient que l'acte de propriété avait été transféré 3 mois plus tôt à une société nommée Harvest Ridge Holdings, une SARL dont je n'avais jamais entendu parler, sans aucun associé public identifiable. Ma formation d'expert comptable judiciaire s'est réveillée dans un coin de mon esprit où je l'avais remisée depuis 7 ans, et je l'ai remise au travail quotidiennement. Au cours des 6 mois suivants, dans les heures précises entre le départ de Julien pour le bureau et son retour, puis, après l'arrivée de Sophie, pendant les intervalles entre cet été de 2h et 5h du matin, j'ai monté mon dossier, supprimé des traces, récupéré des emails via l'outil de réinitialisation dont il n'avait jamais songé à révoquer mon accès. Des virements croisés avec les registres immobiliers et les statuts d'entreprise dans 3 régions différentes. Des fils de discussion récupérés sur un cloud partagé qu'il avait créé des années auparavant et dont il avait oublié l'existence. Des messages entre Julien et son conseiller en investissement discutant de la manière de nettoyer le terrain avant que le bébé ne complique l'optique. Cette phrase, avant que le bébé ne complique l'optique, je l'ai lue à 4h du matin avec Sophie blottie contre mon épaule, et j'ai senti quelque chose devenir très calme et très froid au fond de moi. J'ai appelé maître Jean-Pierre Vallet le lendemain matin. Jean-Pierre Vallet, 27 ans de barreau en droit matrimonial et recouvrement d'actifs, 1. Ténor du barreau recommandé par mon ancienne collègue, Dana Reyes, qu'il avait décrit comme l'avocat que les maris craignent le plus de voir en face d'eux. Il a décroché à la 2e sonnerie, a écouté mon résumé pendant 12 minutes sans m'interrompre, puis a demandé « Combien avez-vous de documents ?» Tout, ai-je répondu. Une pause. Pouvez-vous venir jeudi? J'ai un bébé de 12 jours, ai-je dit. Amenez-la, a-t-il répondu. J'ai un canapé dans mon bureau. Le premier rendez-vous a duré 4 heures. J'ai étalé tout mon dossier sur ça. Table de conférence, les virements imprimés, les extraits cadastraux, les échanges de mets, les statuts de SARL croisés avec 2 bases de données de registre du commerce. Sophie dormait dans son couffin sur le canapé pendant que Jean-Pierre examinait chaque point avec la méthode d'un homme qui construit un édifice et veut que les fondations soient solides avant d'y ajouter du poids. Son associée, Rachel Bloom, spécialisée en contentieux financier avec cette énergie tranchante de ceux qui ont choisi une spécialité ardue par goût, était assise à ses côtés, prenant des notes sur un bloc juridique qui a été rempli sur 3 pages dès la première heure. Harvest Ridge Holdings, a dit Jean-Pierre en tenant le document. Une SARL immatriculée à Nanterre, agent enregistré, un cabinet d'avocats parisien. Il m'a regardé. Vous avez trouvé ça via le cadastre? La notification d'assurance m'a mené au transfert de propriété. Ai-je expliqué? Le transfert m'a mené à la SARL. Et la SARL m'a mené à 4
Autres entités enregistrées à la même adresse. Rachel avait arrêté d'écrire et me fixait. Vous avez fait tout ça en étant enceinte? A-t-elle demandé. L'insomnie est productive, ai-je répliqué. Jean-Pierre a posé les statuts et a pris les impressions des messages. Nettoyer le terrain avant que le bébé ne complique l'optique, a-t-il lu. Il m'a regardé par-dessus ses lunettes. C'est un cas de dissimulation d'actifs conjugaux, potentiellement grave. Vous comprenez ce que cela signifie en termes d'obligation de transparence? Dès que nous déposons le dossier, il est légalement tenu de déclarer tous ses actifs, et nous serons en mesure de démontrer qu'il savait déjà où se trouvait ce qu'il a caché. Je sais, ai-je dit. Il va vous attaquer violemment, a prévenu Jean-Pierre. Il va vous faire passer pour une femme instable, une jeune mère sous pression, quelqu'un dont les preuves ont été obtenues illégalement ou dont l'interprétation est biaisée par le contexte émotionnel. Je sais, ai-je répété. Il faudra tenir bon. J'ai regardé Sophie sur le canapé, sa couverture au petit canard. Je tiens bon depuis 9 mois, ai-je dit. Je peux tenir un peu plus longtemps. Jean-Pierre m'a observé un moment, puis il a fermé son dossier. Parlons stratégie. Je veux vous raconter le matin où Julien m'a signifié les papiers du divorce, car c'est là que l'histoire commence. Vraiment. Sophie avait 4 jours. J'étais rentrée de la maternité, sortie plus tôt. Parce que notre mutuelle et l'emploi du temps de Julien avaient rendu un séjour prolongé logistiquement gênant, une phrase qui semble bureaucratique mais qui contient une cruauté spécifique que je suis aujourd'hui capable de nommer. Clairement. J'étais dans le fauteuil près de la fenêtre où je nourrissais Sophie. Toutes les 2 ou 3 heures. Une routine qui structurait déjà ma compréhension du temps, non plus en heures ou en jours, mais en tétés. Chaque fois, un petit monde clos en soi. Julien est entré à 7h15 dans son costume de travail, a posé une enveloppe sur la table basse, et a dit « Mon avocat te contactera pour le rendez-vous ». Puis il est parti. Sophie avait 4 jours. Il ne l'avait pas tenue depuis la maternité, pas une fois. Il avait été présent pour l'accouchement, présent au sens physique, dans la pièce, et avait tenu sa fille environ 45 secondes avant de la passer à la puéricultrice pour aller prendre un appel dans le couloir. J'avais observé cela depuis mon lit d'hôpital. J'avais enregistré. J'ai ouvert l'enveloppe après son départ, lu les papiers en portant Sophie dans un bras, l'autre maintenant le document à plat. Julien demandait une dissolution sans faute. Le règlement proposé incluait la vente de notre résidence principale avec un partage 60/40 en sa faveur, une indemnité de 180 000 € pour moi, sans aucune prestation compensatoire, et une garde exclusive avec un droit de visite à sa discrétion. Aucune mention du domaine de la Roche-au-Fée, pas un mot dans les 40 pages de documents juridiques sur la maison de campagne où il m'avait dit que nos enfants grandiraient. J'ai envoyé un SMS à Jean-Pierre Vallet, il a déposé la demande. Le règlement exclut totalement la propriété de campagne. Réunion dans 8 jours. Jean-Pierre a répondu en 4 minutes, parfait. Nous sommes prêts. Comment allez-vous? J'ai regardé Sophie. Nous sommes prêtes, ai-je répondu. J'ai passé les 8 jours suivant à 2 choses, m'occuper de ma fille avec l'attention totale qu'un être humain de 12 jours exige, et attendre. Pas avec anxiété. La façon dont on attend quand on a fait toute la préparation. Et que la préparation est solide. Et qu'il ne reste plus qu'à attendre le moment de s'en servir. La salle de conférence était au 14e étage d'un immeuble du quartier d'affaires. Le genre d'espace qui communique sa propre importance.
Bois sombre, fenêtre du sol au plafond, le silence particulier des bureaux haut de gamme. L'équipe juridique de Julien occupait un côté de la table. Son avocat principal, Maître Gérald Marchand, un homme avec 20 ans de contentieux de haut niveau et le genre d'autorité à cheveux argentés qui est en soi un outil de négociation, et deux collaborateurs que je ne connaissais pas. Julien était au centre, Vanessa à sa gauche en soie bleu pâle. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit là. Ce n'était pas une pratique courante. Sa présence, alors qu'elle n'avait aucune position légale dans la procédure, était inhabituelle. Et le fait que Maître Marchand les permis m'a indiqué à quel point ils étaient certains de l'issue. Elle était là parce que Julien le voulait, parce qu'il avait décidé que c'était déjà fini et qu'il voulait un témoin de sa victoire. Cette décision allait lui coûter cher. Je me suis assise en face de lui avec Sophie contre moi. Jean-Pierre Vallet à ma droite, Rachel Bloom à ma gauche avec son ordinateur ouvert et le dossier que j'avais relu la veille à 23 heures. Julien m'a regardé. Son expression avait cette nuance habituelle quand il décidait qu'une situation était sous son contrôle, un calme qui n'était pas chaleureux, mais plutôt l'absence de soucis. Plutôt que la présence d'aisance. Il a fait glisser la chemise du règlement sur la table. Signe juste les papiers, Nathalie, dit-il. Prends l'argent et va-t'en. J'ai fouillé dans mon sac. J'ai sorti mon propre dossier et l'ai placé directement sur le sien. Avant de signer quoi que ce soit, ai-je dit, quelqu'un doit expliquer le contenu de cette enveloppe. La couleur a quitté le visage de Maître Marchand dans la séquence précise d'un homme qui lit quelque chose à laquelle il n'a pas été préparé. Il a reposé les documents, a regardé Julien. Son expression communiquait clairement, sans un mot, qu'il n'avait pas été mis au courant et qu'il était en train de recalibrer toute la procédure en temps réel. Où as-tu eu ça? La voix de Julien était tombée dans ce registre qu'il utilisait quand il voulait menacer sans hausser le ton. Au registre foncier? Ai-je répondu. Et chez le notaire de la rue Clément, le même que vos représentants ont visité le 14 avril pour traiter le transfert de la rechauffée vers Harvest Ridge Holdings SARL, qui, curieusement, n'est mentionné nulle part dans ce document de règlement. Vanessa s'est tournée brusquement vers Julien. Quelle propriété de la rechauffée? Je l'ai regardé directement. Le domaine de 5 chambres où Julien a promis que nous élèverions notre premier enfant. La maison qu'il a tenté de liquider pendant que je me remettais d'une césarienne en urgence dans un lit d'hôpital. La pièce est restée totalement immobile. Sophie a poussé un petit bruit contre ma poitrine. Je l'ai réajusté sans quitter Julien des yeux. Il s'est levé. L'extérieur poli, le calme soigné, la posture d'associé principal avait disparu. Ce qu'il y avait dessous était plus petit, moins réfléchi. Tu n'as aucune idée de ce que tu fais, a-t-il dit. Tu n'as aucune idée de qui tu as en face de toi. Je sais exactement à qui j'ai affaire, ai-je dit. Ma voix était posée. La tête de Sophie était chaude contre ma clavicule, et j'ai tenu cette chaleur comme un point fixe. Un homme qui a calculé qu'une femme 12 jours après une opération, perdant du sang, en manque de sommeil et souffrant le martyre, signerait pour abandonner son avenir juste pour faire cesser l'agonie immédiate. Je l'ai regardé à travers la table. Tu as confondu l'épuisement avec la faiblesse. C'est ton erreur récurrente. Le téléphone de Julien a vibré. Sur la table. Maître Marchand l'a saisi avant que Julien ne puisse l'atteindre. A lu l'écran, s'est penché et a murmuré quelque chose à l'oreille de Julien. Quoi que ce soit, cela a achevé de vider le visage de Julien de toutes couleurs. Le téléphone de Jean-Pierre Vallet a vibré. Il a écouté, a pris une note sur son
bloque et a fermé son dossier. Maître Marchand, a-t-il dit, les négociations sont suspendues. Rien ne sera signé aujourd'hui. Sur quelle base? Sur la base que les représentants de votre client ont tenté une vente hors marché du domaine de la Roche-au-Fée il y a 45 minutes. Jean-Pierre a posé son stylo. Ce qui a été capté par les protocoles de surveillance que nous avons mis en place avec le Bureau des hypothèques il y a 6 semaines. Une tentative de transfert hors marché pendant une procédure de divorce actif constitue une dissipation d'actifs et déclenche une injonction immédiate. Il a regardé Maître Marchand avec le calme particulier d'un homme qui a attendu une séquence d'événements spécifiques et qui la regarde se dérouler exactement comme prévu. Votre client vient de tenter de vendre une maison alors qu'il est assis à la table de la personne à qui elle appartient. Julien m'a regardé. Pas le regard de la représentation, pas le regard calme et contrôlé. Son vrai visage, sous 7 ans de présentation soigneuse. Cette maison n'a jamais été à toi, Nathalie, dit-il, non pas fort. Non pas dramatiquement, presque doucement, de la manière dont les gens disent ce qu'ils croient vraiment quand la mise en scène est terminée. Une conviction qu'il portait en lui depuis des années, enfin énoncée platement. Nous laisserons le tribunal en décider, ai-je dit. 2 jours plus tard, Vanessa m'a appelé. Je veux être honnête sur ma première réaction, qui n'était pas charitable. Toute sympathie que j'aurais pu accorder était compliquée par le souvenir de la soie bleu pâle et de cette contenance qui suggérait une femme assistant à sa propre fête de victoire. J'ai répondu parce que Jean-Pierre m'avait dit de documenter tous les contacts et parce que j'avais appris en 9 mois que l'information pouvait venir de directions inattendues. Elle a demandé à me voir. J'ai accepté. Un petit café près de mon appartement, le genre qui sent le café brûlé en permanence et fonctionne avec l'indifférence efficace d'un personnel qui a tout vu et ne porte de jugement sur personne. Elle est arrivée avant moi. Pas de robe en soie, des cernes sous les yeux, les cheveux tirés en arrière sans après, les mains enroulées autour d'un café qu'elle travaillait depuis un moment. Elle ressemblait à une femme qui avait passé 2 jours à réfléchir intensément et qui était arrivée à une décision qu'elle n'était pas sûre de pouvoir assumer. Elle a regardé Sophie dans le porte-bébé. Quel âge? A-t-elle demandé. 14 jours, ai-je dit. Quelque chose a traversé son visage. Pas de la culpabilité, exactement. Quelque chose de plus complexe et de plus honnête. Elle a fait glisser une clé USB en argent sur la table. J'ai cloné son disque dur il y a 6 semaines, pendant qu'il était sous la douche, a-t-elle dit. Je ne savais pas quoi en faire. Elle a marqué une pause. Il m'a raconté des choses sur votre mariage que je comprends maintenant. Comme étant destinées à lui être utiles. Pas vrai. Je veux être claire, je ne vous demande rien. Je n'attends rien de vous. Elle a regardé Sophie à nouveau. Il m'a dit que l'ADN était incertain, que le bébé pourrait ne pas être de lui. Je veux que vous sachiez que je n'ai jamais cru ça. Je l'ai regardé. Pourquoi faites-vous ça? Ai-je demandé. Parce que j'ai écouté l'enregistrement? A-t-elle répondu. Sur la clé. Il y a un enregistrement. Sa mère, Evelyne, il y a 3 mois. Elle a serré les lèvres. Vous devriez l'entendre avant d'entrer dans cette salle d'audience. J'ai appelé Jean-Pierre depuis le parking. Lui et Rachel étaient chez moi à 21h. La clé contenait tout ce que Vanessa avait décrit. Des comptes offshore, 3 d'entre eux enregistrés via une société intermédiaire aux îles Caïmans, avec des soldes à 6 chiffres accumulés en 4 ans par des virements structurés juste en dessous du seuil de déclaration.
Les statuts de SARL à Nanterre. Les détails du réseau que j'avais. Partiellement cartographié, désormais pleinement visible et croisé. D. Échange de mai entre Julien, maître marchand et un notaire nommé Howard Fitch, qui avait traité 3 des transferts frauduleux et dont la licence professionnelle était sur le point de passer un très mauvais mois. Et puis, l'enregistrement audio. Rachel l'a trouvé à 22h47. Elle a cliqué, et la pièce s'est remplie d'une voix que j'ai reconnue. Évelyne Lefebvre, la mère de Julien, 62 ans, le genre de femme qui m'avait toujours traité avec la courtoisie prudente de quelqu'un qui me trouvait tolérable mais temporaire. J'avais siégé à sa table de Thanksgiving pendant 7 ans. J'avais appris à naviguer entre sa précision sociale et son jugement silencieux. Ce qui est sorti des enceintes n'avait rien de précis. Je me fiche de ce que montre l'échographie, disait la voix d'Evelyne, claire et sans précipitation. Complètement certaine d'elle-même. Cet enfant pourrait être de n'importe qui. Ne la reconnais pas tant que Nathalie n'a pas signé pour renoncer au domaine de La Roche-aux-Fées. À femme-là. Elle est seule, elle est terrifiée, elle signera. Tout si la pression est suffisante. Sophie dormait dans son couffin à 2 mètres. Je suis restée très calme. Rachel était devenue livide. Elle a mis l'enregistrement en pause, m'a regardé et a demandé très précautionneusement. « Est-ce que ça va ?» « Oui, ai-je répondu. Je n'allais pas bien, pas au sens où une personne va bien quand tout est normal. J'allais bien au sens où une personne va bien quand elle a absorbé tout le poids de quelque chose et choisi délibérément, consciemment, de rester fonctionnelle. Ce sont 2 choses différentes. Je savais laquelle je faisais. Passer la suite, ai-je ordonné. Le matin de l'audience, j'étais réveillée à 4h15. Pas par Sophie, qui avait appris, à 17 jours, qu'elle était déjà une personne avec des préférences et que les intervalles de sommeil de 3 heures étaient mutuellement bénéfiques. J'étais réveillée parce que le sommeil disponible à 4h15 avant une audience qui déterminerait l'avenir de ma fille était celui qui va et vient selon son propre calendrier, indépendamment du besoin. J'ai nourri Sophie dans la cuisine, la lumière basse et la ville calme dehors. Et je lui ai dit, de cette manière unilatérale dont on parle à un bébé de 17 jours qui ne peut pas encore traiter les mots, mais qui méritait de connaître la substance de sa propre histoire, que nous allions bien. Que j'avais construit quelque chose de solide et que ça tiendrait. Qu'elle ne se souviendrait de rien de tout cela, ce qui était juste et bon, mais que l'issue de cette journée façonnerait tout ce qui suivrait. Et que j'avais l'intention de gagner. Sophie m'a regardé avec cette attention profonde et floue d'une personne pour qui chaque visage est encore en train de se résoudre en sang. Je sais, ai-je dit. Allons-y. La salle d'audience avait le poids formel des pièces où des choses importantes se produisent. Non pas grandiose, exactement, mais délibérée. La juge Elena Reyes était au tribunal des affaires familiales depuis 19 ans avec une réputation, décrite par Jean-Pierre comme techniquement rigoureuse et substantiellement peu impressionnée par la mise en scène. Elle avait examiné notre dossier préliminaire et avait ordonné, 4 jours plus tôt, une analyse ADN accélérée, une requête faite par Jean-Pierre, non pas parce que j'avais le moindre doute sur la paternité de Sophie, mais parce que Julien avait créé la question dans ses propres communications. Et nous avions l'intention de laisser le tribunal y répondre définitivement. Julien est arrivé avec toute son équipe. Maître Marchand, 2 collaborateurs, un expert financier dont Jean-Pierre s'était préparé à contester les qualifications sur 3 points précis, et Évelyne, au premier rang. Dans la posture composée d'une femme qui considère les procédures de droit de la famille comme un inconvénient procédural sur le chemin d'une issue prédéterminée.
Puis les portes se sont rouvertes. Vanessa est entrée. Elle était habillée simplement, blazer sombre, cheveux lâchés, et elle a traversé l'allée sans regarder Julien, ni Evelyne, ni personne de ce côté de la salle, et s'est assise juste derrière moi. J'ai entendu la voix de Julien. Derrière moi, basse et contrôlée, « Qu'est-ce que tu fais là, bordel ?» Elle ne s'est pas retournée. « Ce qu'il faut faire, » a-t-elle dit. Enfin, Evelyne a émis un son. Marchand a posé sa main sur le bras de Julien. La juge Reyes est entrée. La salle s'est levée. L'équipe de Maître Marchand a fait son numéro pendant 45 minutes. Nathalie Parker était émotionnellement compromise par les exigences de la maternité. Sa documentation a été assemblée dans un état de détresse et devrait être regardée avec un scepticisme approprié. Les virements étaient des opérations commerciales légitimes que son manque de compréhension profane a mal interprété. Julien Lefebvre est un membre respecté de la communauté financière. Un homme intègre. Un père dévoué qui a choisi de se séparer de sa femme via les canaux juridiques appropriés et ne devrait pas être pénalisé pour. La juge Reyes les a laissés finir. Puis elle a regardé Jean-Pierre Vallet. Jean-Pierre s'est levé. Il a soumis les relevés bancaires en premier, l'image complète des comptes offshore, le réseau de SARL, la chronologie des transferts, chaque document entré comme pièce. La provenance de chacun établie et documentée. La chaîne de mai entre Julien, Marchand et le notaire, Howard Fitch, qui avait traité 3 des transferts frauduleux. Entré comme pièce J. La chaîne de messages entre Julien et son courtier à propos du nettoyage avant que le bébé ne complique l'optique. Entré comme pièce K. Et puis Rachel Bloom a appuyé sur lecture. La voix d'Evelyne a empli la salle. Je me fiche de ce que montre l'échographie. Cet enfant pourrait être de n'importe qui. Ne la reconnais pas. Tant que Nathalie n'a pas signé pour renoncer au domaine de la Roche-aux-Fées. À femme là. Le silence qui a suivi était le silence spécifique d'une pièce qui a entendu quelque chose qu'elle ne peut traiter avec le vocabulaire normal de la réponse. Non pas le silence des gens qui n'ont rien à dire, mais celui des gens qui portent quelque chose de très lourd et qui n'ont pas encore décidé quoi en faire. La juge Reyes a regardé la table devant elle pendant un long moment. Puis, elle a pris une enveloppe scellée et l'a ouverte avec un coupe-papier. Le tribunal a ordonné une analyse ADN accélérée dans cette affaire il y a 14 jours, a-t-elle dit. Les résultats sont revenus. Elle a lu la page. Avec une certitude de 99,9%, la paternité biologique de Sophie Anne Parker est confirmée. Comme étant celle de Julien Michael Lefebvre. Un bruit est venu du côté de Julien. Involontaire, brisé, le son spécifique d'un homme dont la réalité construite s'est effondrée sous le poids de ce qu'il a réellement fait. Il a mis ses mains sur son visage. Il avait renié sa propre fille en tant que stratégie juridique. Il s'était assis en face de moi 12 jours après qu'elle soit née. L'avait regardé sans ciller et m'avait dit de signer les papiers. Il avait utilisé sa fille comme monnaie d'échange, et il s'était détruit lui-même avec. La juge Reyes a posé le document ADN. Le tribunal trouve des preuves substantielles de dissimulation d'actifs, de transfert frauduleux de propriété et de tromperie financière coordonnée dans cette procédure, a-t-elle déclaré. Sa voix avait la qualité d'une femme qui a beaucoup entendu en 19 ans au tribunal des affaires familiales et qui calibre ses réponses en conséquence. Pas dramatisée, pas froide, mais précise et définitive. Tous les actifs du défendeur sont par la présente gelés en attendant une révision comptable judiciaire complète. Le domaine de la Roche-aux-Fées est restauré dans l'actif conjugal en attente d'une analyse de partage équitable.
Elle s'est tournée vers la section garde des notes. La garde physique exclusive de Sophie Ann Parker est accordée à la requérante. Le défendeur est restreint à des visites supervisées en attendant l'issue de l'enquête sur la fraude financière et une évaluation complète de l'aptitude parentale. Les mains de Julien étaient toujours sur son visage. Evelyne Lefebvre a bondi. « C'est ma petite fille » a-t-elle crié. Elle a le sang des Lefebvre. Quoi qu'il soit arrivé ici, c'est ma petite fille et j'ai des droits. Je me suis retournée sur mon siège. Je n'avais pas prévu de parler. Jean-Pierre m'avait coaché sur le comportement à adopter au tribunal, sur l'importance de laisser le processus juridique faire le travail. Et de ne pas fournir à l'autre partie un comportement réactif qu'il pourrait caractériser comme instable. J'avais suivi ce conseil pendant toute la procédure. Mais je me suis retournée et j'ai regardé Evelyne Lefebvre, la femme qui s'était assise en face de moi à cette table de Thanksgiving, qui avait qualifié ma fille dans un enregistrement téléphonique de « cet enfant », qui avait conseillé à son fils d'utiliser l'existence de Sophie comme levier et de m'affamer pour obtenir ma soumission. Et j'ai dit, assez clairement pour être entendu à travers toute la salle, il y a 3 semaines, c'était « cet enfant ». Et vous ne vous souciez pas de ce que montrait l'échographie. J'ai soutenu le regard d'Evelyne. Vous ne pouvez pas la réclamer maintenant juste parce que l'optique a changé. La pièce était très immobile. Le visage d'Evelyne a fait quelque chose de compliqué. La juge Reyes n'est pas intervenue. Elle m'a regardé un moment et son expression était neutre, de la manière précise d'une juge qui a entendu tout ce qui devait être dit et considère la procédure comme substantiellement complète. L'audience est levée, a-t-elle dit. Howard Fitch, le notaire, a rendu sa licence professionnelle et a coopéré pleinement avec l'enquête sur la fraude, ce qui a réduit considérablement son exposition pénale. L'enquête a abouti à des poursuites contre Julien pour 4 chefs d'accusation, 2 pour transfert frauduleux, 1 pour faux en écriture pour le faux divulgation de règlement, 1 pour complot en vue de frauder dans la procédure de succession conjugale. Maître Marchand s'est retiré de la représentation la semaine suivante. La revue comptable financière a pris 3 mois. Lorsqu'elle s'est terminée, le partage équitable de l'actif conjugal, incluant la valeur restaurée de la roche au fait et les comptes offshore, a produit un chiffre qui était, comme le disait Jean-Pierre, dans le langage sec. Des avocats qui sont satisfaits d'un résultat mais professionnellement réticents à célébrer, substantiellement plus favorable à ma cliente que la proposition initiale. C'est un euphémisme d'un genre spécifique et satisfaisant. Vanessa Croft n'a pas été poursuivie pour une quelconque infraction. Elle avait été témoin d'une conduite qu'elle n'avait pas initiée et avait finalement fourni la preuve qui a fait basculer l'affaire. Je n'ai pas de relation avec elle. Nous ne sommes pas amis, mais j'ai pensé à elle, assise de mon côté de cette salle. Silencieusement, sans regarder Julien, et disant la vérité enfin, et j'ai décidé que cela ne demandait aucune autre adjudication de ma part. Sophie a 11 mois. Maintenant. Elle se hisse debout le long du bord de la table basse et me regarde. Avec la satisfaction spécifique d'une personne qui a compris quelque chose et veut du crédit pour ça. Elle est extraordinairement contente d'elle-même, ce que je trouve approprié. Elle ne connaît aucune partie de cette histoire. Elle la connaîtra un jour, dans la version qui est vraie, proportionnée, et racontée au bon moment. Elle saura qu'elle avait 12 jours quand je l'ai portée dans une pièce où quelqu'un avait décidé que son existence était une complication à gérer. Elle saura que je l'ai tenue contre ma poitrine et que j'ai déposé mes papiers sur cette table malgré tout. Elle saura que la maison qu'ils ont essayé de prendre l'attendait, que j'avais la documentation,
que je n'ai jamais signé. Une seule chose qui n'était pas vraie. Julien avait fait glisser ses papiers. Comme un homme certain d'avoir déjà gagné. Il avait regardé une femme perdue. Sans, épuisée, tenant à peine debout, et avait calculé avec la cruauté spécifique de quelqu'un qui a décidé que le besoin égale la faiblesse, qu'elle signerait son avenir pour faire cesser la douleur immédiate. Il a oublié que j'avais passé 9 mois à construire le dossier. Il a oublié que l'épuisement n'est pas la défaite. Il a oublié que certaines femmes, quand vous essayez de les affamer, deviennent simplement très calmes, très concentrées, et font le travail. Il a murmuré « Cette maison ne t'a jamais appartenu », comme si c'était le dernier mot. Il n'avait aucune idée que j'étais venu préparé à tout brûler. J'ai juste choisi de ne pas le faire. Je n'en avais pas besoin.